8 mars 1968. Le silence du Pacifique Nord est une illusion. Au nord-ouest d'Hawaï, dans l'immensité du vide, il n'y a que le vent et le claquement de la houle. Mais sous la surface, l'océan est une symphonie chaotique de physique. Le son voyage 4 fois plus vite dans l'eau que dans l'air, préservant son énergie sur des milliers de milles, transformant les bassins océaniques en chambres d'écho planétaires. Ce jour-là, cette chambre résonne d'une signature de mort violente et distincte. Au centre d'application technique de l'armée de l'air, l'AFTAC, et au plus profond des bunkers du système de surveillance sonore de la marine, le SOSUS, les aiguilles s'affolent. Les capteurs écoutent le grondement sismique révélateur des essais nucléaires ou la cavitation des hélices. Au lieu de cela, ils enregistrent un événement acoustique catastrophique. Il est bref, net et d'une puissance dévastatrice. Ce n'est pas le broyage tectonique de la Terre, c'est l'implosion écrasante d'une coque sous pression. La source est le K-129, un sous-marin lanceur d'engins balistiques soviétique de classe Golf II, numéro de fanion 722. C'est un prédateur diesel électrique, un tube d'acier de 2700 tonnes patrouillant dans le vide glacial du Pacifique, transportant le feu nucléaire de l'Union soviétique dans 3 missiles balistiques R-21 logés dans son kiosque. Il s'est glissé hors de la base navale de Ribachi sur la péninsule du Kamtchatka quelques semaines plus tôt, s'évanouissant dans le silence opérationnel d'une patrouille de combat. Mais aujourd'hui, quelque chose tourne mal. Une explosion de batterie, une fuite de carburant de missiles, une collision, l'océan n'en a que faire. La coque cède, le Pacifique s'engouffre et 98 hommes meurent dans le noir. Mi-mars 1968. Pour la marine soviétique, le silence qui suit est terrifiant. Le K-129 manque son contrôle programmé, puis il manque le suivant. La panique s'installe. La flotte soviétique du Pacifique déferle sur l'océan dans une mobilisation frénétique et chaotique. 40 navires et 53 aéronefs commencent à passer la surface au peigne fin, désespérés de retrouver leur bateau perdu avant les Américains. Ils cherchent pendant 2 mois. Ils balayent la zone au sonar actif. Ils volent en quadrillage jusqu'à l'épuisement des pilotes. Mais ils cherchent au mauvais endroit. Ils fouillent une zone de 854 000 milles carrés, aveuglés par l'immensité de la mer et les limites de leurs propres capteurs. Les États-Unis, cependant, ne sont pas aveugles. Ils observent les recherches soviétiques et écoutent les données que les soviétiques ne possèdent pas. Le réseau américain SOSUS triangule l'implosion avec une précision terrifiante. Alors que la flotte soviétique sillonne la surface de l'océan à des centaines de milles de là, les analystes du renseignement américain sont assis dans des salles calmes et climatisées, traçant un petit cercle sur une carte aux coordonnées 40 degrés nord, 180 degrés est. Ils savent exactement où le K-129 est tombé. Ils savent qu'il repose à 16 500 pieds, plus de 3000 de profondeur, dans une pression si immense qu'elle réduit instantanément un corps humain en bouillie. Et presque immédiatement, une pensée germe dans les plus hauts échelons de l'administration Nixon et de la Central Intelligence Agency. C'est une pensée née de la démesure, de l'audace technique et de la paranoïa de la guerre froide. Si les Soviétiques ne savent pas où il est et que les Américains le savent, ils peuvent le voler. C'est la genèse du projet Azorian. Il devient la prouesse d'ingénierie océanique la plus complexe, la plus coûteuse et la plus secrète de l'histoire humaine. Il implique un milliardaire reclus, une fausse industrie minière, un cambriolage qui gâche tout et une pince mécanique géante nommée Clémentine. C'est un casse qui se joue sur le plancher du monde, où le butin n'est pas de l'or, mais l'âme nucléaire de l'ennemi. Les enjeux sont absolus. La guerre froide n'est pas simplement une impasse politique, c'est une course à l'omniscience technologique. La doctrine de la destruction mutuelle assurée, MAD, repose sur le principe que les 2 camps peuvent anéantir l'autre. Mais si un camp peut lire dans les pensées de l'autre, l'équilibre bascule. Le K-129 est une prise d'une valeur incalculable. C'est un bateau de classe Golf II,
une technologie de transition entre les sous-marins lance-missiles primitifs et les terrifiantes classes Yankee et Delta qui suivent. Il transporte les missiles R-21, des fusées à combustible liquide d'une portée d'environ 750 à 900 milles nautiques. Si les États-Unis récupèrent ces missiles intacts, ils disséqueront les systèmes de guidage, analyseront la chimie du carburant et comprendront les capacités de rendement des armes de première frappe soviétiques. Ils apprendront exactement à quel point le marteau soviétique est précis. Mais les missiles ne sont que le matériel. Le vrai prix, les bijoux de famille, c'est le matériel cryptographique. Chaque sous-marin transporte des livres de code, des machines à chiffrer et des manuels opérationnels. Si les États-Unis récupèrent cela du K-129, ils pourront lire l'arriéré des communications navales soviétiques interceptées. Briser les codes de la flotte de missiles balistiques soviétiques offre à l'US Navy une vision divine des mouvements et des intentions de ses adversaires. La mission ne consiste pas seulement à récupérer une épave, il s'agit de voler le livre de jeu de l'ennemi. Cependant, la réalité physique de la cible est intimidante. Le sauvetage de sous-marins le plus profond avant cela est l'USS Squalus, à seulement 245 pieds. Le K-129 gît à 16 500 pieds. À cette profondeur, la pression de l'eau est d'environ 7 300 livres par pouce carré. L'environnement est fait d'obscurité totale, de températures proches du gel et d'une topographie extraterrestre. Le poids écrasant de la colonne d'eau suffit à déformer l'acier et à broyer le titane. Pour l'atteindre, la CIA doit réécrire les lois de l'ingénierie océanique. Avant que le casse ne puisse être planifié, la cible doit être confirmée visuellement. La triangulation par Sosus est exacte, mais pas assez précise pour larguer un grappin. Le fond de l'océan est un paysage de montagnes, de tranchées et de vases. Une marge d'erreur d'1 mille signifie l'échec. Juillet 1968. La marine déploie l'USS Halibut, SSN 587, sous le nom de code Opération Sand Dollar. Le Halibut est une bête unique et étrange dans la flotte américaine. Construit à l'origine comme un sous-marin lanceur de missiles de croisière Regulus, il possède un hangar massif sur son pont. Une Batcave qui abritait autrefois des missiles nucléaires. Avec l'annulation du programme Regulus, le Halibut est converti en sous-marin espion pour le Deep Submergence Group. La Batcave est réaménagée pour abriter un treuil massif et un véhicule télécommandé sophistiqué. Un ROV, connu sous le nom de The Fish. Le Fish est un traîneau de 12 pieds et 2 tonnes équipé de caméras, de lumière stroboscopique et d'un sonar à balayage latéral. Il est remorqué derrière le Halibut sur un câble qui s'étend sur des milles. Pendant des semaines, le Halibut chalute les abysses. L'opération est atrocement tendue. Le sous-marin navigue lentement et bas, traînant son traîneau de capteurs juste au-dessus du fond marin irrégulier. Une seule erreur de navigation fracasse le poisson contre un mont sous-marin ou emmêle le câble dans les hélices. L'équipage vit dans un état de forte anxiété, manœuvrant un sous-marin nucléaire comme un chalutier de haute mer. Août 1968. La Persévérance paie. Les caméras du Fish renvoient des images granuleuses éclairées au stroboscope qui confirment l'impossible. Là, dans la vase, gît le K-129. Ce n'est pas un champ de débris aux éclats méconnaissables. Le sous-marin est brisé, mais de grandes sections sont intactes. Les photos, nom de code Velvet Fist, sont stupéfiantes. Elles révèlent le kiosque, les tubes de missiles et la coque. Dans un détail macabre qui souligne le coût humain, les caméras capturent également le squelette d'un marin soviétique toujours dans son équipement, gisant sur le fond de l'océan près de l'épave. Le Halibut revient avec plus de 20 000 photographies. La communauté du renseignement a désormais la preuve visuelle. La cible est réelle. L'emplacement est précis. Les soviétiques ont abandonné les recherches. L'épave est sans propriétaire aux yeux des opportunistes de la CIA. La marine, bien qu'ayant trouvé le sous-marin, admet ne disposer d'aucune technologie pour remonter un objet de 2000 tonnes depuis 3000 de fond. Il propose d'utiliser de petits véhicules sans pilote pour piller des composants spécifiques. Attraper un livre de code ici, une pièce de missile là.
Mais le département de la Défense veut tout le sous-marin. Ils veulent les missiles, le matériel de chiffrement, les manuels, tout. Le problème est confié à la direction de la science et de la technologie de la CIA, la DSET, les sorciers qui ont construit l'avion espion U-2 et les satellites espions Corona. Le projet est placé sous le commandement de John Parangoski et Carl E. Duckett. Ce sont des hommes spécialisés dans l'impossible. On leur donne un chèque en blanc et un mandat de secret absolu. Le défi technique est stupéfiant. Les ingénieurs de la CIA envisagent diverses méthodes. La flottabilité, remplir la coque de mousse flottante ou attacher des ballons pontons. Ceci est rejeté car la pression à 16 000 pieds écrase presque toutes les mousses et l'imprévisibilité de la portance est trop élevée. La génération de gaz. Générer du gaz in situ pour soulever la coque. Rejeté pour des raisons similaires de contrôle. Le levage par force brute. Les ingénieurs, dirigés par Global Marine et les responsables techniques de la CIA, optent pour la méthode la plus complexe mécaniquement, mais théoriquement contrôlable. Une pince géante. Ils descendent un train de tiges, des kilomètres de tuyaux en acier vissés section par section depuis un navire de surface massif. Au fond se trouve un véhicule de capture, la pince qui saisit le sous-marin et le tire vers le haut. C'est comme essayer de descendre un grappin du haut de l'Empire State Building pour accrocher une voiture compacte dans la rue en contrebas, dans le noir, par grand vent. Mais construire un navire de la taille d'un porte-avions, le garer au milieu du Pacifique pendant des mois et remonter un sous-marin nucléaire soviétique sans que les Russes ne le remarquent, nécessite une couverture. La stratégie est simple. Cacher un mensonge à l'intérieur d'un mensonge plus gros et plus bruyant. La CIA a besoin d'une histoire de couverture qui explique l'existence d'un navire massif et unique avec un derrick, un puits central et une capacité de levage en eau profonde. Ils inventent une industrie, l'extraction de nodules de manganèse en haute mer. Les nodules de manganèse sont des roches de la taille d'une pomme de terre, riches en minéraux, trouvés sur le fond de l'océan. Dans les années 1970, ils sont une curiosité scientifique mais ne sont pas commercialement viables. La CIA décide de prétendre qu'ils sont la prochaine ruée vers l'or. Pour vendre le mensonge, ils ont besoin d'un homme de paille assez riche pour financer une telle entreprise, assez excentrique pour le faire sans s'expliquer devant un conseil d'administration, et assez patriote pour garder un secret. Il n'y a qu'un seul homme, Howard Hughes. Hughes, le milliardaire reclus, accepte de prêter son nom et sa société, la Summa Corporation, au projet. La CIA paie les factures, blanchies par des canaux complexes, mais pour le monde, c'est juste une autre des entreprises folles et brillantes de Hughes. La tromperie est totale. Les médias gobotent l'histoire tout rond. Les universités commencent à donner des cours sur l'exploitation minière en haute mer. Le cours des actions d'autres sociétés minières fluctue en fonction des progrès du navire de Hughes. La CIA n'a pas juste camouflé un navire. Ils ont halluciné tout un secteur économique pour cacher un casse. Le navire construit pour cette tromperie est le Hughes Glomar Explorer, HGE. Construit chez Sun Shipbuilding à Chester, en Pennsylvanie, c'est une merveille d'ingénierie. Lancé en 1972, il mesure 618 pieds de long avec une largeur de 116 pieds. Ce n'est pas juste un navire, c'est un atelier d'usinage flottant, un instrument de précision et une forteresse. Il est bourré d'innovations qui sont aujourd'hui la norme dans le forage offshore, mais qui sont de la science-fiction en 1972. La caractéristique la plus distinctive du Glomar Explorer est le puits central. C'est un hangar interne massif de 199 pieds de long, situé au centre du navire et ouvert sur la mer par le fond. Cela permet aux véhicules de capture et aux sous-marins d'être tirés à l'intérieur du navire, cachés des satellites espions soviétiques et des avions de passage. Une fois la prise à l'intérieur, les portes massives au fond de la coque se ferment, l'eau est pompée et le sous-marin est examiné au sec, tout cela alors que le navire est encore en mer. Le navire doit maintenir stable un tuyau d'acier de 3000 de long tout en roulant dans la houle du Pacifique. Si le navire tangue vers le haut, le tuyau casse. S'il tangue vers le bas, le tuyau flambe. Pour résoudre ce problème,
L'ensemble du derrick et du système de levage est monté sur un cardan massif, un système de roulement qui isole le tuyau de levage du roulis du navire. La plateforme à cardane, un anneau extérieur de 40 par 40 pieds et un anneau intérieur, soutenu par des roulements massifs, permettent au derrick de rester parfaitement vertical comme un gyroscope, quel que soit l'angle du navire. Le compensateur de houle, un système de vérins hydrauliques avec une course de 15 pieds qui agissent comme des amortisseurs, déroulant ou rétractant le tuyau pour maintenir la tension constante alors que le navire monte et descend sur les vagues. Le navire doit rester parfaitement immobile au-dessus d'un point précis du fond océanique tout en étant ballotté par les vagues et les courants. Les ancres sont inutiles à 16 000 pieds. Le Glomar Explorer utilise un réseau de transpondeurs de fond et de propulseurs contrôlés par un ordinateur pour maintenir sa position automatiquement. Ce système de positionnement dynamique est en avance de plusieurs décennies sur son temps, permettant au navire de faire du surplace à quelques pieds de sa cible malgré la vaste profondeur. La salle de contrôle du Glomar Explorer est une scène de lumière clignotante et de lecture complexe, surveillant la contrainte sur chaque joint de tuyau et la position de chaque propulseur. L'équipage surnomme le système de manutention complexe ou la station de commutation, l'arbre de Noël, un clin d'œil à l'étalage festif de voyants d'avertissement qui régissent l'opération délicate. La pince elle-même est nommée Clémentine. C'est une structure d'acier massive avec des doigts hydrauliques conçus pour s'enrouler autour de la coque du K-129. Elle est trop grande pour être installée sur le Glomar Explorer à la vue de tous. Si les satellites soviétiques voient une pince géante sur le pont d'un navire minier, la partie est terminée. Pour cacher Clémentine, la CIA construit une barge submersible, le HMB-1, Hughes Mining Barge. Clémentine est construite à l'intérieur du HMB-1 sous un toit. La barge est remorquée vers une crique tranquille près de l'île Catalina et immergée sur des piliers stabilisateurs au fond de la mer. Le Glomar Explorer navigue ensuite au-dessus de la barge immergée, ouvre les portes de son puits central et treuille Clémentine dans son ventre depuis sous l'eau. Le transfert est invisible. Pour le monde extérieur, le Glomar Explorer est vide. En réalité, il est chargé du plus grand grappin de l'histoire. Été 1974. Après des années de construction et des millions de dollars, la machine est prête. Le Glomar Explorer quitte Long Beach, officiellement pour extraire des roches. Sa destination est la tombe du K-129. 4 juillet 1974, jour de l'indépendance. Le Glomar Explorer arrive sur le site. Le symbolisme de la date échappe probablement à l'équipage épuisé. Un mélange de foreurs robustes et de spécialistes de la CIA qui entament le processus ardu de descente du train de tige. Section par section, support par support, le tuyau descend. Il faut des jours pour atteindre le fond. L'opération n'est pas solitaire. Les Soviétiques sont méfiants. Un navire d'instrumentation de portée de missiles soviétiques, le Chachma, et plus tard un remorqueur naval, le SB-10, arrivent pour enquêter. Ils tournent autour du navire américain massif. Ils lancent des hélicoptères qui vrombissent près du derrick. Prenant des photos, ils exigent de savoir ce que Hughes fabrique. L'équipage du Glomar s'en tient au scénario. Ils répondent par radio qu'ils effectuent des tests miniers. Ils empilent même des nodules de manganèse sur le pont pour le prouver. Le capitaine du remorqueur soviétique, observant à travers ses jumelles, voit un navire minier faire des choses de mineur. Il ne peut imaginer que 3000 sous sa quille, une pince géante se positionne au-dessus du sous-marin perdu de son pays. La tension dans la salle de contrôle de l'arbre de Noël est palpable. Si les Soviétiques traînent leur propre grappin, ou s'ils réalisent ce qui se passe, le Glomar non armé est sans défense. Finalement, les navires soviétiques partent, satisfaits, ou du moins incapables de justifier davantage de harcèlement. Le Glomar Explorer est seul avec sa prise. Clémentine atterrit sur le K-129. Les opérateurs dans la salle de contrôle, regardant via des caméras de haute mer avec des lumières stroboscopiques, guident les doigts hydrauliques autour de la coque du sous-marin. Les doigts s'enfoncent dans les sédiments
et se resserre sur l'acier. Le levage commence. Le système hydraulique de levage lourd gémit sous l'effort. Le poids est immense, des millions de livres d'acier, d'eau et de boue. Le train de tige grince. Les propulseurs automatiques de maintien à poste du navire s'activent constamment pour garder la ligne verticale. À cette profondeur, le train de tige se comporte comme une nouille mouillée, s'étirant sous son propre poids. La résonance des tuyaux en acier chantant sous la tension est un son angoissant constant pour l'équipage. Lentement, le K-129 s'élève de l'abysse. 1000 pieds, 5000 pieds, 8000 pieds. L'opération se déroule parfaitement. L'équipe du Glomar commence à croire qu'ils ont vraiment réussi. Puis, le désastre frappe. À environ 6000 à 9000 pieds de la surface, l'impensable se produit. Les doigts de la pince sont faits d'acier maraging, un alliage ultra résistant qui est incroyablement dur mais cassant. Il ne s'étire pas, il casse. Que ce soit à cause d'un défaut de fabrication, de la contrainte inégale de la coque brisée du sous-marin ou du poids pur de la prise gorgée d'eau, les doigts cèdent. Il y a un frisson ressenti à travers le navire, une onde de choc acoustique massive qui résonne à travers la coque. Les 2/3 du sous-marin se détachent. La section arrière, contenant les tubes de missiles, la salle des codes et le centre de contrôle, les cibles principales du renseignement, glisse de l'étreinte de Clémentine. Elle retombe dans les ténèbres, se fracassant à l'impact avec le fond marin, perdu à jamais. Le Glomar Explorer se retrouve à ne tenir que la section avant, le nez du sous-marin. Elle contient les tubes lance-torpilles et tragiquement le dortoir. L'équipage, le cœur brisé mais professionnel, hisse la section restante dans le puits central. Quand l'eau est pompée et que les portes du puits central se ferment, ils examinent leur prise. Ils n'ont pas eu les missiles. Ils n'ont pas eu les machines cryptographiques, mais ils récupèrent 2 torpilles à tête nucléaire et quelques documents. Et ils récupèrent l'équipage. À l'intérieur de l'épave déchiquetée de la section avant, l'équipe de récupération de la CIA trouve les corps de 6 sous-mariniers soviétiques. Ils sont préservés par le froid et la pression, victimes d'une tragédie vieille de 6 ans. Dans un moment de profonde humanité qui transcende la politique impitoyable de la guerre froide, la CIA ne traite pas ces hommes comme des actifs de renseignement ou des débris. Il les traite comme des marins. Les corps sont retirés. Une inhumation formelle en mer est organisée sur le pont du Glomar Explorer. Un drapeau naval soviétique est trouvé. Le service est lu en russe et en anglais. L'hymne national soviétique joue sur les haut-parleurs du navire, résonnant sur le Pacifique vide. La cérémonie est filmée en couleur. La vidéo, déclassifiée des décennies plus tard, montre des officiers du renseignement américain et des foreurs se tenant dans un silence respectueux alors que les corps de leurs ennemis sont rendus aux profondeurs. L'adjudant-chef Jim Reeb, le traducteur, prononce ces mots. Nous confions donc ces membres d'équipage de ce navire à un lieu de repos approprié pour rejoindre le Valhalla des héros des mers qui les ont précédés. C'est un témoignage secret de respect qui reste classifié pendant près de 20 ans. La CIA veut y retourner. Il planifie l'opération Matador pour récupérer le reste du sous-marin. Il croit pouvoir réparer la pince et réessayer, mais le destin, sous la forme de criminels ordinaires, intervient. Juin 1974. Juste avant que le Glomar Explorer n'appareille pour le levage, des voleurs s'introduisent dans les bureaux de la Summa Corporation sur Roman Street à Los Angeles. Ils cherchent de l'argent liquide. Ils forcent les coffres et trouvent quelque chose de bien plus précieux. Des documents secrets, dont une note décrivant le projet de la CIA pour renflouer un sous-marin soviétique. Les voleurs ne savent pas ce qu'ils ont, mais ils savent que c'est précieux. Ils tentent de faire chanter la CIA. La police s'en mêle, le FBI s'en mêle. Le cercle du secret s'élargit jusqu'à ce qu'il rompe. Le journaliste d'investigation Jack Anderson et le reporter Seymour Hersh ont vent de l'histoire. Le directeur de la CIA, William Colby, tente désespérément d'étouffer l'affaire, invoquant la sécurité nationale. Il soutient que révéler l'opération forcerait les Soviétiques à réagir, déclenchant potentiellement une guerre. Février 1975. Le Los Angeles Times sort l'affaire. La couverture est grillée. Le monde apprend que le navire minier est un navire espion.
les retombées sont immédiates. La Maison-Blanche est bombardée de demandes au titre du Freedom of Information Act, FOIA. Ils sont pris au piège. S'ils admettent avoir volé le sous-marin, c'est un acte de guerre, de la piraterie. S'ils le nient, ils mentent, et les Soviétiques le savent. Un avocat de la CIA nommé Walt Logan rédige une réponse juridique qui devient légendaire. Elle est conçue pour ne rien dire absolument tout en disant tout. Nous ne pouvons ni confirmer ni nier l'existence des informations demandées, mais hypothétiquement, si de telles données existaient, le sujet serait classifié et ne pourrait être divulgué. C'est la naissance de la réponse Glomar. Elle permet au gouvernement de refuser ne serait-ce que de reconnaître si des dossiers existent. Elle devient le bouclier standard du secret gouvernemental, utilisé à ce jour pour tout, des frappes de drones aux enquêtes sur les ovnis. Les Soviétiques sont humiliés. Ils ont observé le navire. Ils ont cru à l'histoire de couverture. Leurs services de renseignement ont échoué à protéger leurs propres morts. Quand l'histoire éclate, un attaché naval soviétique aurait dit à un homologue américain lors d'un cocktail « Si vous y retournez, cela signifierait la guerre ». Le Glomar Explorer ne retourne jamais sur le site. La seconde mission est annulée. Les 2/3 restants du K-129, avec ses missiles et ses codes, demeurent au fond du Pacifique à ce jour. Le projet Azorian est, sur le papier, un échec. Il coûte des milliards, environ 4 milliards de dollars en monnaie d'aujourd'hui, et échoue à récupérer les principales cibles de renseignement. La pince casse, le sous-marin tombe, la couverture est grillée. Mais dans la nuance de l'histoire, c'est une démonstration de capacité stupéfiante. Les États-Unis démontrent qu'ils peuvent atteindre n'importe quel endroit. Il n'y a pas de sanctuaire, pas même le fond de l'océan. Cela force l'Union soviétique à dépenser des milliards pour améliorer la sécurité de ses propres sous-marins et sa paranoïa, craignant que tout actif perdu puisse être récolté par les Américains. L'héritage technique est indéniable. La technologie développée pour le Glomar Explorer, positionnement dynamique, hydraulique de levage lourd, manutention en haute mer, donne le coup d'envoi de l'industrie pétrolière et gazière offshore moderne. Le forage pétrolier en eau profonde existe aujourd'hui parce que la CIA a essayé de voler un sous-marin en 1974. Mais l'héritage durable n'est pas la technologie ou la politique. C'est l'humanité trouvée dans ce vol. Au milieu du conflit idéologique le plus féroce du XXe siècle, un groupe d'espions et d'ingénieurs américains se tiennent sur le pont d'un navire secret, jouent l'hymne de leur ennemi et prient pour les âmes des hommes qu'ils ont dérangés. Cet acte démontre que sous les uniformes, les drapeaux et les machines à 1 milliard de dollars, l'océan est un cimetière et les marins, russes ou américains, appartiennent à la même tribu quand l'eau se referme sur leur tête.